Design Happy Hour, donc les podcasts du X-Curation. Aujourd'hui, on a les plaisirs d'accueillir Marion Damien, donc c'est la pro de l'UX Research et qui sort son nouveau playbook. Donc on va voir tous les tips de cette pro de l'UX Research. Je suis également accompagnée par Thibaut, donc un des UX designers seniors chez Digilytics. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est l'immersion dans le monde du freelance, les cours à l'école des designs à Nantes et aussi la sortie de cette merveilleux playbook qu'on va un peu connaître aujourd'hui. Mais donc, avant de commencer tout, raconte-nous un peu, Marion, qui es-tu et comment tu es arrivée comment tu es devenue une UX researcher? Ça marche. Merci, Catalina et Thibaut, pour l'invitation déjà. Je suis hyper contente, de passer ce petit moment avec vous. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Marion, je suis UX researcher depuis, à peu près 12 ans. Ça fera 12 ans, début 2026. Alors pour, résumer assez rapidement, dans mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu un peu, en fil rouge, justement, l'UX research comme discipline. Donc les premières années, plutôt dans des structures type, institut d'études, donc plutôt, sur des sujets d'études marketing à proprement parler. Et ensuite, après 2 ans à peu près, sur, vraiment ce scope-là, j'ai rejoint, une agence, d'UX design avec un vrai pôle UX research au sein de cette agence, qui était, d'autant plus un pôle, vraiment, orienté sur les projets internationaux. Donc voilà, ce qui m'a permis, pendant, quelques années, d'accompagner, des acteurs comme, Google, Amazon, enfin en tout cas des clients et des entreprises qui avaient des gros budgets, sur la partie, research et sur, justement un peu des projets, multimarchés. Donc ça, c'était très intéressant et c'était vraiment mes premiers pas, en fait, dans le monde, de l'UX, qui était pas ma formation initiale, pour le coup. Et ensuite, j'ai fait justement, le shift côté annonceur, comme on dit quand on travaille en agence. Et en 2015, j'ai rejoint, Blablacar dans l'équipe, design, en tant que, UX researcher. Donc gros changement aussi pour moi parce que j'étais pas du tout, familière, du monde de la tech, avec une culture produit encore un peu approximative, on va dire, à l'époque. Donc c'était, un gros challenge, mais voilà, environnement de travail, hyper, stimulant, bienveillant, des projets hyper intéressants, très, portés à l'international aussi, notamment sur les projets de research. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis ensuite, au bout de quelques années, je suis partie chez, Shein, qui est une fintech, à l'époque qui était française, qui a été rachetée depuis. C'est un produit, vraiment orienté pour les auto-entrepreneurs, notamment les freelances beaucoup, donc avec un compte bancaire, outils de facturation, notamment. Et là, c'était vraiment une création de poste, donc c'était un autre défi, très intéressant aussi, parce que tout était à construire pour le coup et c'était, plutôt un rôle où, hem, mon objectif, c'était vraiment d'outiller, de former, les gens de l'équipe produit et design à faire de la recherche de manière, autonome. Voilà un peu pour mon parcours, de manière assez résumée et je me suis lancée en freelance, du coup, ça fait, tout juste 1 an. OK, et ben, merci pour, toutes ces précisions. Du coup, ton playbook, on va faire la transition, il s'appelle «Lance ta recherche utilisateur en une matinée». Ouais. Et ce titre, ça m'a interpellé parce que finalement, ça fait écho à un des principaux sujets quand, on parle de research, dans certaines organisations en tout cas, c'est le fait de se lancer finalement. Mmh. Aujourd'hui encore, dans certaines boîtes, tu entends des choses, complètement, différentes. Il y en a pour qui c'est très difficile, d'autres pour qui c'est complètement naturel. Et toi, Ouais. finalement, avec tout ce que tu as vu, tu arrives en freelance et le playbook que tu écris, il aborde ce sujet de se lancer. Du coup, Mmh. pourquoi finalement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du playbook? Oui, carrément. Alors sur la genèse, c'est assez simple. Enfin, en tout cas, l'idée, elle m'est venue assez, spontanément, justement après mon passage en freelance. En fait, je me suis dit, de mes années d'expérience, notamment chez Blablacar et chez Shein, j'ai mis en place, un certain nombre de, voilà, des process, de la documentation,
des outils au service justement de ces équipes-là, pour qu'ils puissent s'approprier les méthodes de recherche et les utiliser dans leurs projets. Donc moi, j'avais d'un côté tout ce contenu qui était déjà disponible, que moi j'avais déjà créé, et de l'autre côté, je me disais que mon positionnement en tant que freelance, en tout cas la vision que moi j'ai envie de défendre, c'est que l'UX researcher, ça doit pas être réservé uniquement aux UX. Alors, je la refais. L'UX research, pardon, ne doit pas être réservé uniquement aux UX researchers, mais que c'est des méthodologies qui vont servir finalement une équipe produit, et même au-delà d'une équipe produit, d'ailleurs, ça peut servir plein d'équipes différentes dans une entreprise. Mais moi, c'est vraiment la vision que j'ai envie de défendre en tant que freelance et en tant que UX researcher, de manière plus globale. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée, et après voilà, j'ai profité d'un moment un peu plus calme dans mon activité cet été, pour me dire voilà, faut que je passe un petit peu de temps sur la construction, pour que ce soit quelque chose de logique à prendre en main, justement pour des personnes qui seraient pas forcément familières avec ces outils-là, ces méthodes-là. Mais en fait, le gros du contenu, finalement, je l'avais déjà plus ou moins créé au préalable, quoi. Et après, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur ce côté, oser se lancer en UX Research, je veux juste préciser quelque chose pour pas faire d'amalgame, mais effectivement, l'objectif du playbook, c'est vraiment, en tout cas, l'objectif du playbook, pardon, ce n'est pas d'obtenir tes insights utilisateurs en 4 heures, parce que je pense que c'est impossible, ça serait faux. Quoique maintenant, il y a des méthodologies peut-être qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, mais en tout cas, 4 heures, c'est vraiment très peu pour avoir des insights. Donc moi, le playbook, je l'ai vraiment orienté sur toute cette phase justement de préparation. Et ça fait écho un peu à ce que tu disais, Thibaut, c'est aider aussi des personnes qui sont pas habituées à utiliser ces méthodologies-là, vraiment à se lancer de manière sereine et méthodique, quoi. Je sais pas vraiment par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, à quel moment. Donc moi, c'était vraiment ce que j'avais envie d'expliquer et d'apporter avec ce contenu-là, avec ce playbook. OK. On parlait justement, par rapport tu as déjà un peu abordé le sujet, mais on parlait du titre, et que tu parles en Mmh, fait des une matinée et oui. on trouvait que c'était assez, c'est un parti pris assez fort, c'est assez osé, surtout Mmh, parce que parfois on a l'idée de la research comme quelque chose qui prend beaucoup de temps. Souvent parce que parfois on pense, soit aux études marketing qui peuvent, s'étaler pendant beaucoup de temps ou aux recherches un peu prospectives dans mmh, lesquels on pense à l'avenir du produit et tout ça, qui sont hyper intéressants évidemment et qui donnent des vies pour justement commencer à chercher la voie du produit évoluer. Mais donc du coup, comment ça t'est venu de parler d'une matinée, de un peu mmh. condenser bah, toute cette façon de faire à la fin, ces métiers? Mmh. Ouais, du coup, je rebondis sur ce que je disais, juste avant, donc je disais l'objectif, c'est pas d'obtenir tes insights en 4 heures, mais c'est plutôt, passer 4 heures qui vont te servir à préparer le terrain, préparer le cadre, qui va ensuite te permettre, d'aller parler à tes utilisateurs et d'avoir, les insights qui sont, vraiment actionnables pour, ton projet. Donc en gros, moi, je l'ai découpé, un peu, en 4 heures, et on aborde des sujets comme comment tu fais pour vraiment cadrer ton projet, définir des objectifs qui vont ensuite t'amener vers la bonne méthodologie. Donc on aborde aussi le sujet de finalement comment tu choisis la bonne méthodologie par rapport aux questions que tu te poses. On aborde aussi le sujet de comment tu détermines le profil d'utilisateur que tu veux interroger, et ensuite quels sont les leviers que tu peux activer pour aller chercher ces bons utilisateurs. Il y a toute une partie sur comment tu rédiges ton guide d'entretien et comment tu poses les bonnes questions, qui soient pas biaisées, etc. Donc la promesse, c'est effectivement quand tu es arrivé au bout du playbook, entre guillemets, au bout de ces 4 heures-là,
tu as vraiment, comme je le disais, préparé le cadre et le terrain qui vont ensuite te permettre, pardon, d'aller, interroger tes utilisateurs et de le faire avec, méthode et structure. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, je pense, dans ce que tu viens de dire, mais finalement, on se disait pourquoi ce moment en particulier? C'était intéressant parce que tu me disais que Mmh, finalement, ça s'adressait presque plus à des profils autres que les UX researchers, donc des gens qui l'ont oui. peut-être, moins fait, j'imagine. Mmh, Et finalement, donc tu te concentres sur cette partie. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, je sais pas, est-ce ouais. que c'est des problématiques que tu as vues? Enfin voilà, pourquoi cette partie-là finalement? Hem, En discutant, donc dans les discussions que je peux avoir assez régulièrement, avec, notamment des product designers, des product managers, je sentais que c'était quand même, un point qui revenait assez souvent. C'est-à-dire, c'est des profils, j'ai l'impression, en tout cas de moi, ma vision, qui sont assez, heu, au courant de ce que permet de faire la recherche utilisateur, à quoi ça sert, pourquoi c'est important aussi d'aller parler avec ses utilisateurs. Donc, je trouve qu'il y a pas vraiment ce travail de sensibilisation, mais, il y a quand même encore c'est un peu cette crainte de pas savoir par où commencer, ce que je disais, juste avant, voilà, de pas savoir, réellement, comment mettre ça en place, dans son projet, et finalement, ce qui t'empêche parfois, d'utiliser ces méthodes-là dans tes projets, tout simplement parce que, tu sais pas par où commencer ou comment débuter, quoi. Et ce que je trouvais intéressant aussi, dans cet angle-là heu, lancer ta recherche slash préparer, parce que vraiment, du coup, c'est vraiment de ça dont il est question, c'est vraiment toute cette phase de préparation de ton projet. C'est qu'en fait, dans cette phase de préparation, pour moi, tu peux quand même inclure beaucoup de choses, qui vont juste dépasser ce stade de préparation. Donc je m'explique parce que c'est peut-être pas très clair comme ça. Mais en fait, tu peux aller, tu peux avoir des sujets sur, justement, une fois que tu es sur le terrain, comment tu vas échanger avec tes utilisateurs, voilà, comment est-ce que tu vas poser des questions qui ne sont pas biaisées. Tu peux même aussi commencer à parler de l'analyse, parce que c'est aussi des choses que tu peux préparer en amont finalement, que moi je fais toujours de cette manière-là. Il y a plein de choses au final que j'anticipe au moment de la préparation de mon projet, et c'est des choses ensuite, sur lesquelles tu vas gagner du temps, une fois que tu as terminé tes interviews et que tu passes sur ta phase d'analyse. Si tu as mis, en place en amont, un process, des outils pour que ça aille plus vite par la suite, bah, voilà, c'est des parties de ton projet où tu peux, gagner du temps, par la suite. Donc c'est aussi finalement des sujets que moi j'aborde dans le playbook, et je trouvais ça intéressant effectivement d'inclure ces questions-là, dans cette phase de préparation. OK et par rapport, du coup, plus à la façon comme tu as créé le playbook, ben, comment tu t'es pris? Quelle était un peu la méthodologie? Je pense qu'on n'écrit pas des livres ou des playbooks, tous les jours, donc du coup, comment tu t'es pris vraiment pour, lancer ces projets-là? Mmh. Alors ça ressemble pas, à un livre, hein, en termes d'écriture, ça m'a pas du tout demandé, le même travail, j'imagine, que d'écrire un livre. J'en ai pas écrit, donc je pourrais difficilement le comparer, mais j'imagine que c'est pas du tout, le même travail. Donc, comme je le disais, moi, il y avait beaucoup de choses, que j'ai réutilisées, que j'avais déjà créées, en fait, de mes expériences d'avant, des templates, voilà, des templates de guides, des choses comme ça. Donc là, le travail, c'était plutôt de le rendre, de rendre ces contenus-là, agnostiques, que ce soit pas lié au contexte Blablacar ou Shine, mais que ce soit justement un contenu que, bah, chaque personne qui se procure le playbook puisse se réapproprier, en fait, par rapport à son cas, par rapport à ses sujets. Et ensuite, c'était plutôt effectivement un travail d'articulation, où je me suis dit: «Bah, voilà, effectivement, je trouve que cette promesse de réussir à structurer, lancer ton projet en 4 heures, il est intéressant». Donc ensuite, c'était plutôt un travail de, voilà, qu'est-ce que je mets dans la phase de cadrage? Ensuite,
qu'est-ce que je mets dans les étapes d'après? Donc, il y a la phase de recrutement, OK, donc qu'est-ce que je mets aussi dans cette partie-là? Pour qu'à la fin, j'ai quelque chose qui soit, cohérent et que, tu puisses passer en fait, très intuitivement d'une étape à l'autre. Et je voulais aussi le structurer comme ça parce qu'en fait, il y a plein de ressources en ligne qui existent, des guides, des templates de guides d'entretien, des choses comme ça, on en trouve partout sur internet. Mais souvent, c'est vraiment des contenus ou des templates qui sont un peu, décontextualisés. Tu as juste ce contenu-là que tu télécharges à un moment T, mais en fait, il te manque un peu, la vision, plus globale, quoi. Donc, là, ce que je trouvais intéressant, c'était, justement d'avoir un peu une palette d'outils un peu plus clé en main. Et c'est un mélange effectivement entre des templates, mais tu as aussi des outils. Donc les outils, c'est pas forcément des choses que moi j'ai créées, c'est des choses qui sont disponibles en ligne, mais que j'ai répertoriées en fait dans le playbook parce que moi, c'est des outils dont je me sers et qui m'aident dans mon travail. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, c'est clair, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est vrai que le titre, de prime abord, on est très orienté sur la préparation, et dans ce que tu nous expliques là, j'ai l'impression que tu as ce côté de te mettre dans la bonne posture, d'avoir le bon mindset au moment où tu vas te lancer, de commencer à tout anticiper. Donc, c'est ce que j'ai saisi de la valeur Ouais. ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on n'aurait pas évoqués, un petit peu, le petit moment pub finalement, pourquoi le playbook est-il intéressant? Moi, je le perçois vraiment comme le petit guide, presque la Marion de poche, au moment où je lance un research. Ouais, et c'est intéressant parce que, tu vois, donc comme je le disais, moi, je l'ai plutôt pensé pour des «non-experts» entre guillemets en UX research, mais qui sont quand même déjà sensibilisés, à ces méthodes-là. Et en fait, j'ai, je pense pas qu'on dise, consoeur dans notre milieu, mais en tout cas une freelance en UX researcher avec, laquelle j'échange assez régulièrement. Et en fait, elle l'a acheté le playbook. Et c'est intéressant, elle l'a acheté pas forcément pour elle, mais elle l'a acheté pour un de ses clients avec lequel elle travaille. Elle a une mission qui est assez récurrente. Et en fait, une partie de sa mission, c'est quand même de réussir à outiller, former un minimum les équipes en interne sur l'UX Research. Et en fait, elle m'a dit, moi, ça m'intéresse parce qu'au lieu de repartir à zéro, en fait, là, j'ai quand même une base, quelque chose que je peux leur fournir, voilà, avec lesquels ensuite ils vont pouvoir réutiliser les contenus, se les approprier. Et elle, rien ne l'empêche aussi d'adapter ça justement au contexte de l'entreprise pour laquelle elle fait sa mission. Mais je trouvais intéressant de le souligner parce que j'avais pas forcément identifié ce persona-là quand j'ai mis ça en place, quoi. OK, trop bien. Tu parles des personas, du coup, tu t'es fait une auto-research avant de lancer ton playbook? Ouais, j'ai fait une auto-research et après j'ai recruté des, bêta-testeurs. Donc, en fait, comme c'était quand même un contenu que moi je voulais, monétiser, je me suis dit: «J'ai quand même envie en amont, avant le lancement, un peu officiel, que ce soit testé en fait par, mon persona un peu cible». Donc, j'ai trouvé un petit panel, alors représentative, je sais pas à quel point, mais en tout cas, à minima, il y avait une product manager, voire 2, une product designer, et il y avait, une toute petite équipe tech, donc plutôt profil, CTO. Et ça, c'était très chouette parce que, du coup, c'est des personnes qui ont pu tester, un peu le contenu en avant-première, l'appliquer à un de leurs projets. Parce que la contrepartie, c'était vraiment que, justement, ils puissent appliquer ça, sur un projet, spécifique, et pas juste: «Oui, ça m'intéresse, mais au final, j'ai pas forcément un projet, pour venir tester un peu le contenu, la démarche». Et voilà, et c'était hyper intéressant d'avoir, leur retour. Ça m'a permis d'itérer aussi sur certains aspects, quoi. OK, super. Bon, bah, en tout cas, on invite tout le monde à aller acheter les petits playbooks, qui a l'air hyper intéressant. Donc Marion, très gentiment, nous propose un petit code de réduction, Ouais. qui apparaîtra sur l'écran à ce moment-là. Mmh, et du coup, juste pour reparler un petit peu de ta vie, bah, tu as vu quand même plusieurs clients, plusieurs entreprises.
Donc, pour toi, quels est les mots-clés pour créer vraiment un research, de qualité? Mmh. Ben, en sachant que des fois, tu arrives à une entreprise et chacun peut avoir ses outils, des méthodes différentes, bah, des cibles différentes, des façons de les contacter. Est-ce que tu as une méthodologie un peu infaillible ou des outils préférés que tu amènes avec toi à chaque fois ou comment ça se passe? Hem, Bah, en fait, je pense que tout l'enjeu, c'est justement, de réussir à intégrer la recherche, dans l'écosystème, déjà existant, de l'entreprise. Parce que c'est encore trop souvent perçu comme, soit ça va ralentir un projet, soit c'est un goulot d'étranglement et du coup on veut pas, intégrer ça dans les projets. Donc moi, mon conseil, c'est plutôt de partir justement de l'existant. Donc en termes, par exemple, de stack outils, au lieu d'essayer de, mettre en place directement, le dernier outil, à la mode, du X Research hyper chiadé, mais peut-être qui va vous servir à vous, mais en fait, qui va servir à personne d'autre. Bah, au final, peut-être essayer de faire un peu un audit, de départ qui permet, d'identifier, OK, est-ce que j'ai déjà en interne des outils qui vont me permettre de récupérer de la donnée, des datas, de, mes utilisateurs, de l'utilisation du produit? Et de voir comment ça peut, effectivement, servir pour, des projets de recherche. Et ça peut être vrai, en fait, pour, n'importe quelle, équipe en interne, par exemple, ça peut très bien être, on va regarder, quel outil, CRM est mis en place et voir comment cet outil CRM, on va pouvoir s'en servir ensuite pour, contacter nos utilisateurs ou peut-être, hem intégrer un outil de feedback in-app pour poser une question aux visiteurs qui viennent sur le site. Donc, mon conseil, ce serait plutôt effectivement, j'ai pas un outil miracle à conseiller, mais c'est plutôt voilà, partir de l'existant et faire en sorte finalement que la recherche puisse s'intégrer de manière aussi fluide que possible dans les projets, quoi. Justement, on voulait te demander, genre, je profite de ce que tu dis, on se posait la question de la vision que tu peux avoir de l'IA et de comment elle arrive, à changer Mmh. finalement les métiers, que ce soit, bah, chez au niveau du product, chez les UX researchers. Est-ce que tu l'utilises comment? Enfin, vu qu'on parlait d'outils, je Mmh. me dis que c'est le bon moment pour aborder le sujet. Ouais, carrément. Bah, je l'utilise, oui, comme, j'imagine, à peu près tout le monde, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus tellement, une option. Mais après, blague à part, il y a des use cases où quand même c'est indéniable le temps que ça fait gagner, voilà, notamment sur, quand tu fais des interviews, des transcripts qui se font automatiquement et puis même de manière plus générale sur, toute la partie, analyse, assistée par l'IA. Ça reste encore, le mot analyse assistée par l'IA et pas, non plus, complètement, laissé, à l'IA. Donc ça, c'est, je pense des use cases qui sont quand même assez fréquents, quand on fait de l'UX research, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent de le faire, et puis, même avec n'importe quel LLM, si le LLM en question est bien, paramétré, est bien capé. Et ensuite, sur, ma vision de comment ça va changer le métier, en fait, j'ai fait une formation cet été, d'un Américain qui s'appelle, John Wallen, si je prononce bien son nom. Et la formation, c'était vraiment, AI for Customer Research. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de voir, des outils, des use cases, où l'IA en fait, aide ou en tout cas, «remplace l'humain» entre guillemets, sur certains use cases, de research. Donc, on a abordé des thématiques comme, les interviews modérées par l'IA, les synthetic users, donc vraiment, faire des entretiens non pas avec des vraies personnes, mais avec, des personas, modélisés par l'IA. Donc, pas mal de use cases où je pense qu'en France, on n'est pas encore, très mature et prêt pour, passer sur ces modèles-là, mais on y viendra, certainement. Et ce qui était intéressant dans la conclusion qu'il donnait à la toute fin de la formation, c'était en fait,
pour lui, l'IA, ça va accélérer la démocratisation de l'UX research. Et moi, je suis assez alignée avec cette conclusion-là. Je pense qu'on y est déjà d'une certaine manière, où ce que je disais un peu au début de l'entretien, mais pour moi, aujourd'hui, l'UX research, c'est plus réservé qu'aux chercheurs ou qu'aux UX researchers. C'est vraiment des outils et des méthodes que d'autres profils utilisent pour mener à bien leurs projets. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Je faisais le lien avec l'IA, mais je me rappelle plus où je voulais en venir. Oui, donc tout ça pour dire que donc sa conclusion, c'est effectivement que l'IA va accélérer encore plus cette démocratisation. Et je pense que nous, on a quand même encore un rôle à jouer hyper clé en tant qu'UX researcher vraiment expert. Parce que maintenant qu'on est tous amenés à utiliser l'IA dans notre travail de manière plus ou moins régulière, on se rend bien compte aussi de tous les biais que ça représente, de toutes les hallucinations aussi quand on interroge sur une question. Et donc ça nécessite en fait d'avoir un minimum de garde-fous si on veut l'utiliser de la bonne manière et de manière la plus efficace possible. Donc en fait, pour moi, le rôle de l'UX researcher, il va aussi être de mettre en place ces garde-fous. Donc c'est par exemple, si demain, une entreprise veut créer un assistant qui va lui permettre justement d'analyser plus rapidement les entretiens qualitatifs qui sont faits par les équipes. Et ben en fait, moi, en tant que UX researcher, ma plus-value, ça va être aussi de bien calibrer cet assistant-là, de lui donner les bonnes instructions, de lui donner des exemples aussi, de le nourrir en fait avec moi des projets que j'ai pu déjà mener, des analyses que j'ai pu faire, des choses sur lesquelles l'IA va pouvoir s'appuyer pour faire ça d'une manière la plus professionnelle et experte possible. Donc je pense que notre rôle, il va être aussi effectivement, il va aussi venir se placer sur ces enjeux-là. OK. Ah, c'est intéressant. En fait, je me demandais, quand tu nous as donné l'exemple des synthétiques fuseurs, je me disais, et tu as dit toi-même, finalement, culturellement, en France, on n'est pas encore prêt à ça. Hem, Toi, du coup, comment tu vois cette limite? Est-ce que, il y a un moment où tu dis: «Ça, c'est trop, ça, c'est pas assez, ça, c'est on peut y aller» et cetera? Ou c'est encore, chakra ouvert, comme on dit? Ouais. Alors en tout cas, moi, j'ai pas encore été amenée à me poser la question sur des projets que j'ai menés. Après, potentiellement, peut-être que ça peut être utile sur des projets, je sais pas, un peu d'ampleur, où tu as besoin de faire une étude sur plein de pays différents, tu as pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de budget. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore des un peu des edge cases. En tout cas, encore une fois, sur le marché français, j'imagine que sur le marché américain, on est déjà, c'est déjà des outils qui sont utilisés, je pense, dans les projets. D'ailleurs, les outils qu'on a essayés, c'est des outils qui sont américains. Mais moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur des projets à part pendant cette formation, quoi. Et tout à l'heure, tu évoquais finalement de t'intégrer dans l'écosystème existant, de ne pas pousser des outils, à la mode ou les derniers. On Ouais, pourrait dire que l'IA, c'est presque le truc extrême et du coup, je me ouais. demandais, bah, quand tu arrives, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? L'IA, tu les pousses ou au contraire, c'est déjà là et il faut faire avec? Tu veux dire par rapport à des clients avec lesquels Ouais, je avec tes travaille? clients ou même la vision que tu peux avoir, je sais pas, avec des consoeurs ou Mmh. des confrères? Hem, en fait, tu as un peu les 2 les 2 modèles, c'est-à-dire que, su tu as encore une fois, tu as des outils qui sont vraiment dédiés, par exemple les synthetic users, tu as des outils des outils qui sont vraiment dédiés à ça. Donc je pense pas qu'on soit encore assez mature pour nous pour aller sur ces outils-là, et surtout que ça a quand même, ça a un certain prix, donc je pense pas que dans une entreprise française, on soit prêt aussi à mettre ce prix-là aujourd'hui sur ces outils-là. Mais tu as aussi des alternatives où tu peux le faire avec des LLM qui sont encore une fois bien entraînés et bien capés
pour te générer des synthetic users. Donc, en fait, tu pourrais très bien arriver dans une entreprise demain qui utilise déjà, je sais pas, un outil, un LLM en interne et effectivement plutôt aller sur cette version-là que, tu vois, de proposer un outil vraiment dédié sur ce use case-là en particulier, quoi. OK. Du coup, bah, sauf si Katharina, tu avais d'autres questions sur cet aspect-là, sinon je passerais bien sur la partie plus, freelance, pour Marion. Ouais, 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 OK, allez-y. ça marche. Du coup, tu nous disais au début, bah, tu es passé par plein de structures différentes, l'agence, les scale-up et du coup, aujourd'hui, tu pars sur le freelancing. Qu'est-ce qui Mmh. t'a amené, toi, finalement, à aller tester ça? Est-ce que tu vois une différence entre les projets, surtout que tu as menés entre, souvent on a cette différence, tu es en interne, tu es freelance ou tu es en agence, tu pas Mmh. la même marge de manœuvre, tu pas la même, c'est pas les mêmes problématiques. Ouais. Aujourd'hui, toi, pourquoi freelance et qu'est-ce que tu vois comme différence? Bah, au final, j'ai l'impression, en tout cas moi, sur les projets sur lesquels je suis amenée à travailler, je retrouve plus, ce que j'ai connu quand j'étais en agence. Parce que, moi, en tout cas sur mes projets en freelance, ça va être des projets qui vont être, relativement courts pour l'instant. Parce qu'aussi j'ai fait le choix de pas aller sur des missions, à temps plein et sur, des très longues durées. Ça existe aussi, et on sera peut-être amenés à en reparler. Mais moi, c'est pas les missions que je priorise pour l'instant. Donc, voilà, je suis plutôt amenée à travailler sur des projets relativement courts et donc, effectivement, je retrouve un peu ce côté, bah, quand j'étais en agence, et que tu peux travailler sur, 2 ou 3 projets, en parallèle, et que d'un mois à l'autre, au final, tu vas travailler avec des clients qui vont être, assez différents, des marchés différents, et cetera. Donc, donc là-dessus, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec, moi, ce que j'ai connu en agence et après, je sais pas si c'était ta question, mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer en freelance? C'était aussi pour, avoir un peu plus de diversité, moi, dans mes activités au quotidien. Et quand, j'étais chez Blablacar, j'ai commencé à intervenir sur des formations, bootcamp, de product manager, donc vraiment sur un module, sur l'UX research et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je me suis dit, si je veux développer un peu cette activité-là, formation, voire même aller vers l'enseignement, bah, au final, ma seule porte aujourd'hui pour le faire, c'est de me mettre en freelance pour, justement, pouvoir mieux gérer, des moments où je vais être en mission, versus des moments où je vais, donner des formations ou, des heures de cours, quoi. OK. On reviendra à ta partie plus prof, juste après, mais du coup, pour rester dans ta vie, en tant que freelance, bah, est-ce que tu rencontres des problématiques que tu avais pas rencontrées avant quand tu étais en agence ou en interne, Mmh. bah, qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie, est-ce qu'il y a eu de nouveaux problèmes et des nouvelles, bonnes choses qui sont arrivées? Tout a changé. Non, blague à part, bah, je pense que c'est un truc que j'entendais beaucoup, avant de me lancer en freelance, mais que j'avais pas forcément intégré, et qui est vraiment vrai, c'est, en fait, quand tu es en freelance, tu as un peu, 10 casquettes, à la fois. Donc, tu vas, à la fois, bah, bosser toi en tant qu'expert sur ton sujet, sur tes missions et puis, tu vas aussi, bah, gérer un peu ton, personal branding, parce que ça t'apporte de la visibilité. Donc il faut que tu crées du contenu et cetera. Donc, il y a plein de choses en cascade qui se font, et c'est hyper intéressant parce que, du coup, tu touches à des sujets, en tout cas moi personnellement, sur lesquels j'avais jamais vraiment travaillé avant. Je m'étais jamais vraiment posé ces questions-là avant de me mettre, en freelance. Donc ça, c'est un challenge, mais par contre, je trouve que c'est, vraiment super intéressant et la deuxième difficulté, je pense que là, l'état du marché, il est quand même assez, tendu. J'imagine que ce soit au niveau du marché du freelancing et même de manière plus globale, le marché de l'emploi, en fait. Donc, sur le marché du freelancing, c'est juste un reflet, je pense, de la situation plus globale. Donc, voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu plusieurs propositions pour des missions un peu, format salariat déguisé. Donc, moi c'est pas pour l'instant des missions, vers lesquelles j'ai envie d'aller parce que comme je le disais, pour moi l'objectif
de me mettre en freelance, c'était justement d'avoir un peu plusieurs activités. Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux garder pour l'instant. Donc voilà, le contexte est assez compliqué et à la fois, moi vraiment je pense que j'ai jamais autant appris que sur ces 12 derniers mois parce que comme je le disais, j'ai touché à plein de sujets que j'avais jamais sur lesquels j'avais jamais travaillé auparavant, quoi. OK, très c'est vrai qu'on pense pas à tout ce qui va à côté, et j'ai pensé, bah, tu parles des visibilités, mais du coup, mmh, comment tu gères ça? Est-ce que, bah, c'est vraiment presque on passe côté, je sais pas, calendaire, éditorial, des enfin, on Mmh, commence dans un autre métier presque, donc du ouais, coup, comment tu arrives c'est à clair. gérer, les 2? Bah, ça prend beaucoup de temps, surtout, comme moi quand on n'est pas, en fait, comme tu le dis, c'est un vrai métier. Donc ça nécessite, d'apprendre un peu, les codes, en fait. Donc moi, je pense que les premiers posts LinkedIn que j'ai publiés, j'ai dû mettre, 10 heures, à les rédiger. J'exagère, mais à peine. Et bon, alors après, j'ai quand même l'impression que plus tu t'entraînes et plus tu adoptes un peu des mécanismes qui te permettent d'aller un peu plus vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps. Et moi, c'est un peu le conseil qu'on m'avait donné et que j'essaie d'appliquer, c'est de pas en fait vendre l'intégralité de mon temps sur des missions, mais de garder minimum un jour, voire même peut-être deux en fonction de la période, vraiment plus sur des sujets de bah, effectivement créer des posts LinkedIn, créer du contenu de manière un peu plus générale, bosser sur mon offre. Ça, c'est aussi, c'est pas forcément peut-être un sujet dont on va parler là, mais maintenant que moi j'ai identifié vraiment bah, mon persona un peu clé, bah, j'aimerais proposer aussi une offre un peu plus spécifique pour accompagner ce persona-là, ces équipes-là sur la montée en compétences du X-Research. Donc ça, ça demande aussi en fait du temps, de passer du temps sur la construction de cette offre. Donc je pense qu'il faut être assez vigilant sur comment est-ce que justement tu découpes ton temps et la part de ton temps que tu dédies sur des missions, quoi. Bah, du coup, tu en parlais tout à l'heure, tu dis que tu as beaucoup appris en 12 mois, tu as dit que tu as plus appris que jamais. Du coup, bah, qu'est-ce que tu as appris finalement? Ça c'est bien quoi. Et est-ce que tu as des tips toi pour les researchers ou les designers ou même d'autres profils finalement qui voudraient tenter l'expérience? Bah, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, je veux pas faire une liste, exhaustive, ça serait peut-être pas très intéressant, mais si je reprends l'exemple du playbook, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, j'avais déjà la base du contenu. Donc ça a pas été la partie la plus, compliquée et la plus longue. Comme je le disais, j'ai essayé de rassembler ça de manière, la plus méthodique possible. Mais en fait, la base, elle était déjà là. Par contre, j'ai passé énormément de temps sur, bah, maintenant que j'ai créé ce contenu et que je veux le monétiser, comment est-ce que je fais pour le vendre? Et ça, typiquement, c'était des sujets sur lesquels, j'avais jamais travaillé. Donc, j'ai créé une page de vente, sur un outil de vibe coding. Donc ça, c'était, à la fois l'utilisation d'un outil de vibe coding et comment tu structures une page de vente, bah, vraiment des sujets sur lesquels j'étais complètement novice. Ensuite, je me suis dit, bah, il faut que je crée une campagne d'emailing pour justement mettre un peu des gens dans la boucle, faire un petit peu de teasing, du build-in public pour voir aussi que j'ai des bêta-testeurs, des gens qui testent le produit, etc. Donc, pour avoir des gens dans my mailing list, il fallait que je crée aussi des posts sur LinkedIn. Donc, il y a eu toute cette partie aussi création de contenu. Comme je le disais, comme moi je débute complètement sur ces sujets-là. Je pense que je passe 4 fois plus de temps que qu'une personne qui est expérimentée là-dessus. Donc, et à la fois, comme c'est vraiment des nouveaux sujets pour moi, bah, et comme j'apprends, je compte pas trop le temps que je passe là-dessus. Alors peut-être parfois à défaut parce que
J'ai quand même, pendant mes vacances d'été, j'ai passé quelques heures par jour là-dessus, justement, pour me dire, j'ai envie de lancer ça vraiment début septembre et que tout soit prêt donc avant septembre. Mais voilà, je me plains pas parce que je le fais pour moi et encore une fois que j'ai appris plein de choses sur ce projet-là. Et le conseil, tu m'avais demandé un conseil, c'est ça, pour les freelances, pour les personnes qui voudraient se lancer, c'est ça? Si tu as des conseils pour différentes personnes, tous les conseils sont bons, donc Ouais. allons-y. En tout cas, un des conseils que moi on m'a donné et je trouve qui est hyper pertinent, c'est qu'en fait, actuellement, on est tellement de freelance, notamment sur des métiers, de design en fait, UX designer, product designer, que même en étant spécialisé UX designer, finalement, ça suffit pas, malheureusement, et que c'est hyper important d'essayer de se spécialiser, en fait, de trouver un angle par rapport à tes expériences passées, les boîtes dans lesquelles tu as été. Donc, ça peut être peut-être te spécialiser sur un marché en particulier ou, je sais pas, sur UX designer qui travaille sur des sujets de conversion, je dis n'importe quoi, hein, mais en tout cas, essayer de trouver un angle qui permet de se spécialiser et qui permet du coup aux clients que vous voulez cibler de vous identifier un peu plus rapidement dans toute la masse de freelances qui peuvent exister et qui sont UX designers par exemple. Et toi, tu as réussi à le trouver cet angle rapidement ou tu as mis du temps? C'est peut-être même encore en cours, j'en sais rien. Est-ce que tu as et Un comment peu tu as tout fait? ça. Ouais, un peu tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment aussi c'est venu, pas forcément tout de suite parce que, quand je me suis lancée, je pense que j'étais un peu naïve et je me suis dit: «Bah, attends, moi j'ai quelques années d'expérience, j'ai un petit réseau», donc je comptais beaucoup sur le bouche à oreille, le réseau, pour justement, trouver des missions. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que ça suffit pas. Je pense qu'au bout de quelques mois, je me suis dit effectivement que ça serait intéressant d'avoir un peu un angle plus précis que juste l'UX research. Et pourtant, il n'y a pas, je pense qu'il y a moins d'UX researchers spécialisés que d'UX designer. Mais au final, quand tu réponds à des annonces de mission, même du UX research, il y a des centaines et des centaines de personnes qui répondent. Il y a des UX designers aussi qui répondent parce que c'est aussi des profils qui sont amenés à faire de l'UX research. Donc, encore une fois, tout ça pour dire que juste être UX researcher, ça suffit pas toujours, en fait. Et donc, moi, mon angle, c'est un petit peu ce que j'explique depuis le début de l'interview. Je pense c'est vraiment faire monter en compétence plutôt les équipes produits, parce que c'est aussi des équipes que je connais bien de par mes expériences passées, sur les méthodes et les outils du UX Research. Et mon personnage, je pense qu'il est plus ou moins bien identifié. Et maintenant, l'étape d'après, pour moi, c'est vraiment de travailler sur une offre dédiée pour accompagner ces équipes-là. Donc, je ne sais pas encore le format, le fond, mais justement, je fais des entretiens avec des head of design et des head of product dans plutôt des petites équipes produits, en fait, qui bricolent déjà, qui font de la recherche, mais qui n'ont pas de profil dédié en interne pour faire ça. Et le but de ces entretiens, c'est justement de voir quel angle d'accompagnement serait intéressant pour eux. Oui, c'est vrai que souvent quand tu as les petites équipes, du coup, tu as les gens qui font un peu tout et du coup, c'est bien d'avoir des bonnes bases pour justement lancer tout seul un peu sa petite research à côté. Ouais. Exactement. Ok. Et du coup, ça fait une bonne transition avec les côtés école du design à Nantes. Donc, on comprend bien que tu aimes bien la formation et former des gens. Donc la première question autour de ça, c'est est-ce que tu te considères une prof plutôt méchante ou plutôt sympa? Et s'il y a des étudiants, du coup, ils pourront commenter si... Oui, ce que j'allais dire, je pense que c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression
de les avoir traumatisés. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Je leur ferai passer le podcast et je leur demanderai de répondre pour moi. OK, très bien. Mais bon, sinon, du coup, bah, déjà, comment t'es rentrée à donner des cours? Mm. Ouais, on veut tout savoir. On connaît pas tellement des profs de design, donc du coup, c'est hyper intéressant de savoir bah, comment t'es rentré là-dedans, bah, comment tu fais pour transmettre Mm. des connaissances. C'est pas toujours évident d'expliquer ce qu'on sait faire. Et Mm. ouais, voilà. Oui, alors comment je suis rentrée? J'ai contacté en fait, le responsable pédagogique de la branche UX, de l'école de design de Nantes, parce qu'en fait, c'est vraiment, le design au sens large, donc il y a beaucoup de disciplines différentes qui sont enseignées, ça va du design, industriel, en passant par, l'UX design, mais il y a plein de branches différentes. Donc moi j'étais en contact avec, le responsable pédagogique de la branche vraiment UX. Et donc ensuite, j'ai eu l'opportunité de donner des cours à différentes classes. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que j'ai des élèves de première année donc qui visent le master en fait du UX design. J'ai aussi des élèves en DNMAD. Alors le DNMAD, c'est un diplôme assez récent. C'est un diplôme en 3 ans. Et c'est diplôme national et c'est pour les métiers de l'art et il me manque 2 lettres. Mais du coup, c'est un diplôme un peu plus professionnalisant où les élèves sont amenés à aller voilà, faire une année d'alternance, notamment, je crois que c'est en deuxième ou en troisième année. Donc c'est des profils aussi d'étudiants qui sont assez différents. Donc ça, c'est très chouette. C'est pas les mêmes. C'est des classes qui sont plus réduites aussi. Donc voilà, ça change aussi des classes où il y a 20, 25, voire plus d'étudiants en même temps et ça peut être assez compliqué à gérer. Oui, j'imagine, ça doit pas être si évident. Et, Ouais. et du coup, est-ce que, par exemple, tu te bases aussi un peu sur ton playbook pour les contenus que tu fais un peu dans ton cours, la préparation, des Ouais. différentes méthodologies et tout ça? Mmh. Bah, moi, j'essaie vraiment, peut-être que j'anticipe sur les questions que tu allais poser, mais moi, j'essaie vraiment d'aller, de les faire aller sur le terrain. Donc par exemple, l'année dernière, les étudiants en première année, je les ai fait travailler sur, l'application Too Good To Go et ensuite, voilà, j'avais, imaginé, voilà, une problématique, spécifique, sur, la récupération du panier. Donc je leur mettais un peu le contexte du projet et ensuite je leur demandais vraiment de faire toute une phase d'UX research, donc à la fois des tests utilisateurs, se déplacer aussi, c'est ça qui est intéressant avec le produit Too Good To Go, je leur demandais voilà, de faire un peu du shadowing sur des personnes qui allaient se déplacer en magasin pour récupérer leur panier, donc ça leur permettait aussi de voir plusieurs méthodologies. Donc ça, je pense que c'est un truc, en tout cas, qui est apprécié dans le cours, c'est que à un moment quand même, tu restes pas juste à écouter un cours un peu magistral, mais que du coup, tu es quand même amené à faire par toi-même, à aller parler avec des utilisateurs. Donc, euh, donc ça, je pense que ça marche bien. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ta question, je crois. Oui, je pense que c'était ça. C'était, bah, en gros, oui, comment tu transmets ces Ouais, ouais, ouais. différents, bah, Bah, de cette connaissances manière-là, et oui, oui, effectivement et je pense que l'erreur que j'ai fait, sur les premiers cours, c'est que, souvent c'est des créneaux de 2 heures et en fait, sur les premiers cours, j'avais tendance à faire un cours un peu théorique sur, bah, 2 heures et en fait, ça marche pas du tout. Et quand j'en reparlais avec le responsable pédagogique, il me disait: «Non, non, enfin, vraiment, faut, 20 minutes de cours un peu théorique et ensuite faut, passer, plutôt à de la pratique». Donc j'ai complètement revu aussi la structure des cours et effectivement, ce que je fais maintenant, c'est que généralement j'aborde une notion un peu théorique et ensuite tout de suite après, je les fais passer sur FigJam. Moi, j'ai créé des groupes, des supports un peu en amont. Je les fais travailler en groupe sur FigJam, par exemple. Là, la semaine dernière, on a parlé des dark patterns. Donc voilà, je leur explique ce que c'est.
je montre quand même des exemples, des choses comme ça, des choses un peu impactantes pour qu'ils comprennent bien ce que c'est qu'un dark pattern. Mais ensuite, je leur fais faire aussi un exercice où je leur demande en groupe d'aller sur... voilà, j'ai trouvé les sites qui répertorient le plus de dark patterns en France, et je les fais travailler pour essayer de trouver, d'identifier ces dark patterns. Donc, j'essaie beaucoup plus d'intégrer maintenant des cas pratiques et des exercices en groupe pour que ce soit plus vivant et que ça fonctionne mieux, quoi. Je me posais une question. On lit, on entend tellement de choses sur ces générations qui arrivent sur le marché du travail, et je me Mmh. disais, sur une activité comme la recherche utilisateur, est-ce que tu as des surprises? Est-ce que enfin, je serais curieux de savoir un peu le mindset qu'ils ont, quand ils arrivent. Je me rappelle que j'avais eu des cours, moi, sur l'UX très tôt. Ouais, Ça m'était littéralement passé au-dessus. J'étais passé à côté et en y repensant, je me dis: «C'est fou». C'était mon ouais, métier à ce moment-là, pas du tout. Et je voulais savoir comment ouais. ça se passe pour les gens qui arrivent sur la peut-être les premières années, en fait, c'est le plus marquant peut-être? Ouais, écoute, en tout cas, j'ai pas eu forcément de retour au moment du cours. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des étudiants qui étaient en première année l'année dernière, qui ont commencé à me recontacter parce qu'ils cherchaient un stage, notamment, un stage d'UX designer. Donc j'ai pas encore rencontré le l'élève qui s'est découvert une vocation pour, vraiment, tu vois, se spécialiser en UX research, et en même temps, ils sont en école de design, donc je comprends que ce soit pas forcément non plus trop le focus. Mais, mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, j'ai eu des élèves qui m'ont recontacté là vraiment sur la période un peu où ils cherchent un stage et où quand même, dans mon cours, j'essaie de leur parler aussi moi de mes expériences des boîtes par lesquelles je suis passée, donc je leur parle pas mal de Blablacar notamment. J'ai eu effectivement des messages sur ces entreprises-là. OK, je pense que j'aimerais bien parler un peu des on a déjà parlé un peu de l'avenir en parlant des IA, Mm. de comment tu vois les choses. Mais toi, personnellement, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire, bah, demain? Comment tu vois ta carrière évoluer? Côté UX research ou de manière plus globale? Comme tu veux répondre. Ouais. Non, bah, du coup, moi, ça va un peu se répéter, hein, désolée, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que, bah, maintenant que j'ai vraiment identifié la cible, le persona que j'ai envie d'accompagner, pour moi, la prochaine étape, c'est vraiment de construire une offre vraiment pour ces équipes-là, pour accompagner, comme je disais, sur la montée en compétences en UX research. Hem Et voilà, ça serait l'idéal pour moi d'arriver à construire une offre qui soit pertinente, et puis de réussir à positionner en tout cas cette offre-là en parallèle des missions que je peux avoir à côté, quoi. Après, j'ai pas encore, je suis pas encore fixée sur comment ça va s'articuler, mais en tout cas, c'est un peu la vision que j'ai pour moi, mon activité. Eh ben, on arrive presque déjà à la fin. Alors, on a toujours une dernière petite séquence, soit c'est des jeux, soit c'est voilà. Aujourd'hui, ça va être un peu plus, guide, gastronomique pour les freelances, OK. surtout sur les activités de research. Enfin, je sais que souvent on se retrouve à aller manger entre 2 interviews, entre 2 tests et cetera. On voulait te demander si des gens s'aventurent à Nantes ou dans d'autres villes qui t'auraient marqué, si tu as des Ouais. conseils et des recommandations d'où travailler, où manger? Ah! Oui, alors, bah, je vais le faire pour Nantes parce que maintenant que j'y vis, je commence à connaître. Il y a un endroit qui s'appelle le Madeleine Café, qui est, assez central à Nantes, et qui est vraiment un café, où on peut venir, travailler. C'est-à-dire que, on arrive à 9 heures du matin, voilà, il y a plein de gens, avec, leurs ordinateurs, donc c'est vraiment, pensé pour ça. Et puis après, par contre, le midi, tout le monde fait son ordi et ça se transforme un peu en café-cantine, et la nourriture est très bonne. Il y a souvent des résidences de chefs, pas mal d'influences aussi, asiatiques dans la nourriture. C'est une super adresse pour travailler et pour, manger, et il y a un espace de coworking vraiment dédié. La partie café, on peut se poser, mais ça reste un café, il y a un peu de musique, donc faut pas faire des activités,
qui demandent trop de concentration. Mais par contre, en haut, il y a un espace de coworking, donc là où il y a quelques entreprises aussi qui sont en résidence dans cet espace-là. C'est une adresse dans laquelle je vais souvent, que je recommande, si vous passez par Nantes. Et écrivez-moi si vous passez à Nantes. On n'hésitera pas effectivement d'aller faire un petit tour là-bas. Merci beaucoup Marion, c'était vraiment hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté. On n'avait pas eu jusqu'au maintenant ni côté freelance, ni côté research, ni côté prof aussi. Donc c'est vraiment plein de découvertes et des nouvelles visions et scénarios. Donc merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. Et À merci bientôt. à vous deux. À bientôt. Merci.